Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je suis Margot Bernard de Indura et on est ensemble aujourd'hui pour un web-risque sur les avalanches et donc la gestion du risque spatial et la compréhension des processus de déclenchement. Ce web-risque est organisé avec le PFL et on est ensemble jusqu'à 12 heures environ. Alors, en deux mots, IRISC, c'est une communauté qui travaille dans le domaine des risques naturels gravitaires et qui a pour vocation d'aider au développement des compétences de la recherche appliquée et de l'innovation. Donc, c'est un centre d'émulation d'idées et d'avancement collectif sur les thématiques structurantes dans les risques naturels gravitaires. Dans ce cadre, les partenaires IRISC ont décidé de lancer la chaîne de connaissances WebIRISC, qui a pour vocation donc de porter à connaissance du plus grand nombre les méthodes, outils, concepts, approches et expériences capitalisées dans les laboratoires et entreprises. Alors, c'est une communauté ouverte, donc vous pouvez rejoindre IRISC. Pour ce webinaire, on est avec Christophe Ancet et Johan Gaume de l'EPFL. Alors, Christophe, peut-être en deux mots, si tu veux te présenter. Oui, donc bonjour, Christophe Ancet. Je suis professeur à l'EPFL. Ça fait à peu près presque 30 ans ou bientôt 30 ans que je m'occupe, ou je m'intéresse aux avalanches. Alors maintenant, c'est devenu uniquement une partie de ma recherche, puisque je m'intéresse surtout à tout ce qui est écoulement sur des pentes, donc les crues torrentielles, les avalanches et les laves torrentielles. Ok, merci. Johan? Bonjour à tous, je m'appelle Johan Gaume et je suis professeur également à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Je travaille aussi avec l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches de Davos, le SLF. Et dans mon travail, je fais principalement de la simulation numérique, des processus de déclenchement et depuis peu aussi des processus d'écoulement d'avalanche. Merci beaucoup. Alors, juste en rappel, les principes de fonctionnement du webinaire. Donc, vous avez 3 modules, un discussion, un lever la main, un QR. Donc, discussion, c'est vraiment un module de chat. Voilà. QR, c'est ici que je vous demande de poser vos questions par écrit. Elles sont centralisées, donc c'est plus facile pour les traiter. Et vous pouvez en parallèle lever la main. Et donc, je pourrais vous donner la parole pour que vous puissiez poser votre question en direct et en activant votre micro. Voilà, donc on va commencer avec la présentation de Christophe. Ensuite, on fera une petite pause questions-réponses et on passera à la présentation de Johan. Christophe, je te donne la main. Alors, écran. Alors, bonjour à tous. Je vais parler d'expertise avalanche et essayer de faire le point sur l'état des connaissances en 2021. On ne voit Alors, pas ton écran, pardon. on ne voit pas? Non. Alors, je repartage. Je suis. Ah oui, j'ai fait OK. Donc, je reviens là. Partager. Je relance. C'est bon là? C'est bon, c'est parfait. OK. Donc, je vais parler de l'expertise, enfin, essayer de faire un état de l'art de l'expertise avalanche en 2021. Alors, la première chose à faire, ça va être de distinguer les approches qui sont employées en expertise avalanche. On a grosso modo 2 problématiques qui sont différentes. L'une, ça sera prévoir au sens temporel, donc comme fait Météo France avec les prévisions météorologiques, donc de prévoir l'activité avalancheuse aujourd'hui, demain, et on va dire à J+1, donc c'est sur les quelques jours qui arrivent. Donc ça concerne en fait un très grand nombre de services, les services des pistes par exemple, pour les stations de ski. On a une seconde approche où on va s'intéresser à savoir dans un site donné quelles sont les zones qui sont concernées par des avalanches et on va chercher à caractériser les caractéristiques de ces avalanches, donc l'extension, les pressions, les hauteurs. Donc là, c'est essentiellement dans une problématique de zonage et puis lorsqu'on va s'intéresser à construire une infrastructure. Donc là, en général, on va s'intéresser à des temps très longs. Donc typiquement dans la réglementation actuelle, on s'intéresse à des phénomènes qui peuvent se produire d'ici 100 ans.
Alors, dans cet exposé, je vais essentiellement parler de la seconde problématique, donc essentiellement de la prédiction au sens spatial. Et je pense que Johan reviendra surtout sur les aspects prévision temporelle. Alors, on a souvent une image un peu caricaturale de la gestion du risque et on oppose souvent les modernes et les anciens. Donc, on pense parfois que la nivologie et la science des avalanches et le génie par avalanche sont des acquis récents. Alors, je commence par quelques slides pour vous montrer en fait qu'il y a une évolution qui est relativement lente et qui se fait sur plusieurs siècles. Alors, si on regarde sous l'Ancien Régime, donc 17e, 18e siècle, en Europe, une partie des Alpes est déjà fortement habitée. On a des densités relativement importantes et ces zones sont également soumises à une activité avalancheuse qui est en recrudescence au XVIIe et XVIIIe siècle lors du petit âge glaciaire. Et donc, on va voir une multitude en fait d'initiatives à l'échelle locale. Donc, par exemple, ici, c'est Valorcine avec l'église et le presbytère protégés par une tourne. Donc, c'est ce qu'on voit ici, l'église, le presbytère. Donc, le village avant était centré autour de l'église et suite à une avalanche destructrice qui a provoqué d'importants dommages au début du 18e, enfin, fin 17e, début 18e, les habitants décident de déplacer le village, de maintenir l'église et de protéger l'église par une tour. Alors, c'est un exemple, on a à Davos, on a en Maurienne, d'autres exemples de stratégies par avalanche. Au 19e siècle, on a un changement puisque l'État, qui était relativement absent des zones, des Alpes, commence à s'intéresser à la problématique avalancheuse. Alors, je passe sur le pourquoi. Ce qui va m'intéresser ici, c'est le comment. Donc, on a à peu près à la même époque la création, la montée en puissance des services forestiers dans les différents pays européens. Donc, on a une concomitance au 19e siècle avec la création de différents services, écoles forestières et services forestiers sur le modèle prussien. Alors, en Suisse, on a la personne la plus importante, ça sera Johann Coaz, donc qui était ingénieur forestier dans le canton des Grisons et qui va devenir le premier inspecteur fédéral des forêts et qui va mettre en place le premier dispositif de suivi des avalanches. Il sera suivi de peu par Paul Mougin, donc, qui était un ingénieur du service de restauration des terrains de montagne. Et Paul Mougin, c'était un touche-à-tout, donc il s'est intéressé beaucoup aux avalanches. On verra un peu plus loin, il est le créateur du premier modèle et également aux torrents en montagne. Donc, comme c'est indiqué plus bas, donc, Paul Mougin, au début du XXe siècle, met en place ce qu'on appelle donc l'EPA, l'enquête permanente des avalanches, donc un système de suivi qui est toujours en vigueur. Il va s'intéresser au mécanisme de déclenchement des avalanches, au système de prévention des ouvrages de défense, mais également il va essayer de quantifier la dynamique des écoulements et on lui doit le premier modèle. Donc l'année prochaine, on va commémorer donc le 100e anniversaire du premier modèle d'avalanche, qui est un modèle, alors on reverra après un petit schéma, qui est un modèle de bloc glissant. Il faut imaginer un bloc solide qui glisse le long d'une pente et ce bloc n'est soumis qu'à un frottement de type Coulomb. Là, on est en 1922. Alors, quelques années plus tard, les instances fédérales suisses vont créer donc le SLF. Donc, SLF, c'est pour Schnee- und Lawinenforschung à Davos, donc, qui est l'Institut fédéral en Suisse de recherche sur les avalanches. Et c'est un géotechnicien, l'ingénieur géotechnicien Robert Effli, qui va créer le centre et qui va lancer les premières recherches. Donc, ça sera également quelqu'un d'extrêmement innovant. On est avant les théories sur la plasticité. Il va essayer de concevoir les premiers modèles pour la réputation de la neige, pour calculer les efforts d'un manteau neigeux qui glisse et en réputation sur une structure. Quelques années plus tard, on a donc deux hivers, l'hiver 51 et l'hiver 54, qui créent d'énormes dommages dans le Tyrol autrichien et en Suisse. Et on a donc l'AMPA, donc, qui est l'Institut fédéral sur les matériaux, qui commissionne donc un ingénieur en structure, Adolphe Volmy, et donc il va réaliser une première enquête pour essayer d'arriver à comprendre comment une avalanche interagit avec un obstacle rigide, donc une structure comme une maison,
Et il va, à partir de là, essayer de concevoir un modèle d'avalanche qui est un peu plus complet que celui de Mougins. Donc, il va obtenir, on le verra juste après, donc un modèle qui porte aujourd'hui son nom, qui est le modèle de Volmy et qui est utilisé de façon prépondérante dans la plupart des modèles. Fin des années 60, on a Bruno Salm, toujours au SLF, qui va faire l'analogie entre une avalanche et un écoulement de type cru. Alors, Volmy et Mougins, ce sont des analogies de type bloc solide. Et là, on a un premier changement conceptuel avec Bruno Salm qui tente de faire cette liaison avec les crus liquides. Les années 70, fin des années 60, des années 70, 70, on a un changement majeur. Donc, on a là encore une série d'avalanches catastrophiques, 1968, 1970, qui vont, donc des avalanches qui vont toucher une grande partie des Alpes et qui vont être amenées à la création d'un grand nombre d'instituts. Donc, pour la France, ce sera l'ANENA, le CETEGREF, qui est devenu le CEMAGREF, puis l'INRA, puis entre-temps, il y a eu, j'ai oublié son nom, donc, puis les services tels que le CEN de Météo France. On va voir à partir de là une explosion des approches. Donc, on a des approches très théoriques par les soviétiques. Donc, les chasseurs soviétiques ne disposaient pas de moyens informatiques, ils avaient leur stylo et ils ont donc déployé des trésors d'imagination pour avoir des modèles un peu plus sophistiqués d'avalanche. Donc là, on peut citer Margarita Eglit ou Grégorian. Et là, ces travaux-là vont nourrir la recherche occidentale pendant de nombreuses années. En Suisse, on a une approche qu'on peut qualifier essentiellement d'empirique, où on essaye d'avoir une image du fonctionnement d'un site avalancheux entre les chutes de neige et l'écoulement de l'avalanche, avec un modèle relativement simple, et puis l'arrêt de l'avalanche et l'éventuel impact sur un ouvrage. En France, dans les années 70, on a les premières personnes qui vont s'intéresser à résoudre numériquement les systèmes d'équations qui sont proposés, entre autres par les soviétiques. Et là, il y a deux personnes clés, c'est Rémi Pochat et Gérard Brugnot. Et on a en parallèle un rôle qui est toujours extrêmement important des forestiers. Donc les forestiers, pendant la première partie du XXe siècle, avec entre autres l'école du génie rural des eaux et forêts, va former un certain nombre de praticiens. Donc la dernière génération était celle de Louis de Crécy et Claude Charlier. On peut également citer Michel Heimgartner pour la Suisse. Et puis donc en parallèle, après l'avalanche, la catastrophe de Val d'Isère, on a en France et puis dans les autres pays, on a une réflexion sur comment est-ce qu'on va prendre en compte le risque d'avalanche dans les documents d'urbanisme. Et donc on a donc au tout début la mise en œuvre du code de l'urbanisme, l'article 111.3, le plan d'exposition au risque en 82, le plan de prévision des risques en 95. La Suisse a un arsenal juridique qui est un peu plus ancien. Donc, la LAT, c'est la loi sur l'aménagement du territoire, et LFO, c'est la loi sur la forêt. Donc, c'est le même cadre juridique qui a été mis à jour, mais qui est employé depuis de nombreuses années. Alors, les années 80-90 correspondent en fait à une sorte d'apogée. En tout cas, on est en tout cas sur le même modèle que ce qui a été développé à cette époque-là. On a donc du point de vue des modèles scientifiques plusieurs approches qui sont mises en œuvre, mais on va voir très vite se dégager l'approche hydraulique dont je parlais avec Bruno Salm, qui va être le modèle, l'approche prédominante. Donc au CEMAGREF, Jean-Paul Villa va prendre le relais de Rémi Pochat et de Gérard Brugnot, donc va développer le premier modèle d'avalanche moderne, on va le voir après, juste après, avec une méthode qui est toujours la méthode employée 40 ans après. On a, de façon plus marginale, on a eu une approche statistique. Alors là, il faut en dire quelques mots pour bien comprendre de quoi on parle. L'approche statistique, c'est grosso modo, les premiers chercheurs qui sont intéressés à ça ont cherché à corréler des caractéristiques du site, donc par exemple la pente moyenne du site, et puis la distance d'arrêt. Alors, si on applique ces méthodes-là de corrélation statistique, ça marche relativement bien lorsqu'on a un relief qui est régulier, comme on peut observer parfois sur certaines régions norvégiennes ou au Canada. Lorsqu'on a essayé d'employer ça dans les Alpes, on a la thèse de Gali Adjel.
ça ne marche pas du tout. On a également, il faudra le signaler, toucherai également un mot en conclusion, on a également les premiers modèles d'intelligence artificielle où on va essayer d'imiter le travail d'analyse de l'expert. Et donc là, on a eu un pionnier qui était Laurent Buisson, qui a créé un modèle qui s'appelait ELSA, donc élaboration des limites de sites avalancheux. Et puis le jour où il est parti, ça s'est arrêté. On a également essayé de voir comment est-ce qu'on pouvait, c'était les débuts des SIG, comment est-ce qu'on pouvait coupler les SIG avec une sorte de travail d'automatisation ou d'assistance au zonage. Donc là, on a les travaux d'Urs Gruber ou de Yannick Manche au CNAGREF. Les Suisses ont continué, du SLF, ont continué à développer une méthode intégrée. Donc, toujours l'esprit était d'avoir quelque chose, une image relativement complète du fonctionnement avalancheux d'un site et d'aller des chutes de neige à la distance d'arrêt et à la force d'impact d'une avalanche sur un obstacle. Et puis, plus récemment, on a eu des approches qui ont essayé de combiner des approches statistiques et des approches déterministes. En parallèle, on a eu également donc, un redéveloppement des sites expérimentaux. Alors, les observations dans des sites spécifiques ont commencé dès les années 1950, même avant en URSS, mais il faut vraiment attendre les années 90 pour voir de nouveau un regain d'intérêt dans la mesure fine des avalanches. Donc, on a un site qui est le Lotaré en France, la Sion pour la Suisse, et le Rickfon en Norvège. Et on a un hiver qui est l'hiver 99, qui est un peu l'hiver test. On a 60 morts dans les habitations, dont 12 en France à Montroc. Alors, beaucoup de morts, mais il faut imaginer que les Alpes ont également connu un développement touristique extrêmement important depuis la Seconde Guerre mondiale. Ces avalanches-là sont intervenues en pleine période touristique. Et alors, pour la Suisse, on a un bilan relativement complet. Le livre de Walter Hamann montrait qu'on avait 97% des avalanches qui avaient été correctement prédites et prédites avec des méthodes classiques d'expertise. Donc, c'était un résultat qui était relativement… on a évité une catastrophe avec tout ce qui avait été mis en place auparavant. Alors, quelques mots sur… Là, j'ai fait un descriptif de la mise en place des méthodes scientifiques de détermination des avalanches. On a eu en parallèle une approche qu'on va appeler experte qui s'est développée au cours donc, du XXe siècle. On a le premier cours sur les avalanches qui est donné dans les années 1920 par Bernard à l'ENGREF. Et on va avoir au sein du RTM pendant plusieurs décennies une compétence relativement forte. Ce qui fait que des années 70, dès que l'État français décide de réinvestir là-dedans, on avait déjà un embryon d'expertise. Cette expertise-là, elle se fonde sur différents outils. Donc, on a un travail historique, un travail d'enquête historique dans les archives, donc, qui sont par exemple celles du RTM. Donc, l'INRA a maintenant également la CLPA et le PA, un fonds d'archives assez conséquent, les archives départementales, ainsi de suite. On a un travail d'enquête de terrain. Si on a de la végétation, on va pouvoir facilement trouver des traces d'avalanches. Et il existe un très grand nombre de techniques qui sont des règles empiriques, des travails d'analyse par photo-interprétation qui permettent d'arriver à avoir, avec une précision relativement bonne, une image du fonctionnement avalancheux. Et là, je vous montre deux… à 50 ans d'intervalle. Ici, on a les premiers travaux de photo-interprétation qui ont été donc reportés sur la CLPA. Donc là, c'est la carte de Vars à l'échelle 1/20 millième en 1972, c'était greffe. Et puis là, c'est ce qu'on fait maintenant de nos jours, donc une expertise faite par Vincent Bain à Val d'Isère, où on va multiplier en fait les possibilités informatiques pour arriver à décrire le fonctionnement d'une avalanche. On parle donc de cette capacité à analyser le risque avalancheux avec le bon sens du praticien. On a eu au fur et à mesure une montée en puissance des outils de calcul. Donc, les années 90, on a eu la diffusion, l'extension du modèle de Volmy, donc modèle qui s'appelle Volmy-Salm-Gubler, avec des travaux également d'André Burkhardt.
Ça, c'est pour l'Europe. Et puis, les Américains avaient leur modèle qui était relativement proche, qui s'appelle le modèle de Perla. On a également, dans le sillage d'André Burkhard et puis de moi-même, on a eu les premières études de niveau météorologie. On a étudié l'enneigement d'un point de vue statistique. On a une multiplication des modèles. Donc, si on regarde 20 ans en arrière, l'article de Barbolini, on voit que dans tous les pays européens, on a déjà plusieurs modèles d'avalanche. Et on a, à partir des années 2000, de la commercialisation. Il en existe plusieurs. Puis il existe aussi maintenant des modèles libres. Mais donc, le modèle qui est le plus couramment utilisé par les ingénieurs, c'est le modèle Aval 1D. Donc là, on est au début des années 2000. Puis maintenant, c'est le modèle RAMS, donc commercialisé par le SLF. Ces modèles-là sont exactement, ils sont similaires dans l'architecture au modèle de Jean-Paul Vida des années 80. Et donc, en cours des 3 ou 4 dernières décennies, il n'y a pas eu d'évolution majeure dans la conception de ces modèles. On a également, donc, on va noter un changement assez considérable dans la formation des intervenants. Donc, il y a un nombre croissant d'intervenants, donc qui sont en général, on va voir une évolution vers des gens qui sont de plus en plus généralistes. Donc, il n'y a pas de moins en moins de spécialistes en avalanche. On va plutôt avoir des gens qui sont multi-compétents. Et puis, on a, après l'avalanche de Montroc, on a de nouveau un intérêt de l'État et plusieurs rapports. Donc, le dernier, c'est celui de Le Gallou et Guignard sur le zonage et la promotion de l'outil numérique pour le zonage. Il faut également signaler que le RTM avait essayé de sortir un guide méthodologique sur le PPR avalanche. Mais là, il a fallu plusieurs années pour qu'on ait une version publique qui soit diffusée. Alors, juste donc quelques mots sur le travail d'expertise. Donc, comme je l'ai dit, on va avoir différents niveaux, différents outils à disposition. Donc, une enquête sur l'historique du site à travers les archives donc RTM, CEMAGREF, INRA maintenant, etc. Une analyse de niveau météorologie. Donc là, par exemple, on a sur le diagramme qui est ici, on a la hauteur de neige, donc l'épaisseur du manteau neigeux qui est reportée en fonction de la période de retour. Et puis, donc les points rouges sont des données. Et puis, on essaye de caler des lois de valeur extrême pour décrire ce comportement-là et pour essayer de prédire ce qui peut se passer pour des grandes périodes de retour. Donc ici, par exemple, ça serait une période de retour 100 ans. Ah, excusez-moi. On a donc de plus en plus un outil numérique qui est disponible. Essentiellement, donc, le modèle hydraulique, il y a relativement peu de modèles statistiques ou de modèles qui combinent statistiques et modèles hydrauliques. Une difficulté par rapport au modèle d'hydraulique en eau claire, donc employé pour les inondations, c'est que pour les avalanches, on va avoir une multitude de types, de formes d'avalanche, de conditions de neige, etc. Donc, on a du mal à avoir une relation simple qui va relier l'intensité du phénomène et les conditions, donc par exemple la hauteur de neige ou les conditions niveau météorologique. Donc là, on va être obligé de faire des scénarios où on va spécifier une forme particulière d'avalanche, par exemple une avalanche qu'on va appeler coulante ou avalanche dense, ou bien un aérosol. Et puis on va employer un type de modélisation avec des caractéristiques données. Alors, on est dans un contexte qui est qui va être un peu plus arbitraire que ce qui est fait en hydraulique classique. Alors, quelques mots rapidement sur ce que c'est qu'un modèle dynamique des avalanches. Donc, j'ai cité précédemment que le premier essai, c'est dû à Paul Mougin, où on va faire l'analogie avec un bloc glissant. Donc, il faut imaginer une avalanche, c'est comme un bloc solide qui glisserait, qui ne serait soumis qu'à un frottement de type Coulomb. L'inconvénient de ce modèle-là, c'est que si vous faites ça, comme vous avez une force qui ne dépend que du poids, l'écoulement il va accélérer, puis il va décélérer, il n'atteint jamais de vitesse moyenne, de vitesse en régime stationnaire. Donc, on a dans les années 55 Völmi qui va introduire un modèle où on va introduire une dépendance en vitesse, et là, on va avoir une avalanche qui peut atteindre
un régime stationnaire, ce qui facilite les calculs à la main. Donc, ce modèle de bloc glissant, il va être utilisé grosso modo jusque dans les années 90. À partir des années 80, on voit avec Jean-Paul Villa le développement de modèles hydrauliques. Donc là, vous avez je rappelle donc les grandes dates, hein, l'analogie de Salm, et puis au fur et à mesure, donc le premier modèle par volume fini de Jean-Paul Villa, c'est 84. Donc tous les modèles actuels sont fondés sur exactement la même méthode, et c'est le même jeu d'équations que celui employé par Jean-Paul Villa. Et puis donc, en parallèle, on a plusieurs travaux en cours où on va essayer de modéliser localement ce qui se passe. Donc, on va regarder à l'échelle locale, on va regarder, donc on va avoir des modélisations 3D des avalanches là. C'est déjà employé pour les aérosols et certaines personnes travaillent également pour les avalanches coulantes ou avalanches denses. Alors, rapidement, je ne vais pas vous assommer sous des équations. Les équations de Saint-Venant, c'est simplement donc, un système d'équations de conservation de la quantité de mouvement et de la masse. On va avoir en général deux inconnus, c'est la vitesse et la hauteur. Donc, l'avantage de ça, c'est que on peut imaginer que, même si c'est relativement, la neige est un matériau compliqué, dès lors qu'on applique des principes de conservation, si vous avez une image correcte à un moment donné, l'évolution de votre système, de l'écoulement de neige à un instant ultérieur n'est pas n'importe comment, il doit respecter ces principes de conservation, donc on doit arriver à calculer plus ou moins fidèlement ce qui peut se passer. Le gros problème, ça va être de décrire ce qui se passe donc, ici, donc ça sera ce qu'on appelle la loi de frottement ou la contrainte pariétale ici, donc que j'ai appelé ici taux B. Donc, le modèle le plus couramment employé, qui est purement empirique, purement spéculatif, ça sera ce modèle de Volmy avec deux paramètres. Le paramètre mu ici, donc, qui traduit une sorte de frottement de type Coulomb. Donc là, on a le modèle initial de Mougin. Et puis, Volmy a rajouté ce terme ici, qui est une dépendance quadratique, interprétée plus ou moins comme étant de la turbulence. Pour résoudre donc ce modèle, si je reviens en arrière, donc pour résoudre ce modèle de Saint-Venant, il va nous falloir rajouter d'autres conditions. Donc, une condition initiale, on va supposer qu'une avalanche, un peu comme une rupture de barrage, on a une couche de neige, et puis un instant initial, on efface le mur qui retient cette couche de neige et l'avalanche s'écoule. Il faut fournir la topographie. En général, on se sert de la topographie d'été. Ce n'est pas sans conséquence, hein, puisque la neige peut fortement modifier un terrain. Et lorsqu'on a plusieurs avalanches, on a des suravalanches, on peut avoir une modification extrêmement conséquente de la topographie. Les modèles actuels, en général, puisqu'on va lisser le terrain, ne considèrent que la topographie à l'échelle de plusieurs mètres. Donc, tout ce qui sera à plus petite échelle, donc les blocs, les arbres, ne sont pas pris en compte dans la modélisation. Alors, on a quand même plusieurs problèmes dans ce type d'approche qui n'ont pas été résolus, quoique on y travaille depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. On a donc les paramètres qu'on a vus, mu et xi dans la loi de Volmy, sont purement empiriques, on ne sait pas les mesurer, et donc il faut les ajuster, il faut avoir des données historiques, ajuster les paramètres pour pouvoir les déterminer. On a beaucoup de mal à relier ces coefficients de frottement à la nature, donc si on a un site donné ou si on a un type de neige donnée, de prédire exactement les caractéristiques, enfin les valeurs de ces frottements-là. Donc on a des lois empiriques qui sont employées. Également, on est obligé, dans les modèles, de spécifier le volume de neige. Donc là également, on emploie des lois empiriques pour calculer ce volume de neige. Et en général, alors on peut le faire, c'est plus ou moins juste. On va négliger le problème d'entraînement du manteau neigeux au cours de l'avalanche ou la déposition de neige par l'avalanche au cours du mouvement. Donc, comme je l'ai dit précédemment, on va également spécifier le type de forme d'écoulement, donc avalanche coulante ou bien en aérosol. On va supposer que la masse volumique va rester constante. Alors là encore, pour la neige, c'est très douteux dans le sens où la neige peut se compacter. La neige, si l'avalanche parcourt plusieurs centaines de mètres, on va avoir des phénomènes thermodynamiques, donc on va avoir des changements de consistance de la neige liés à l'apparition de liquide. Donc là, on a des exemples de différents dépôts.
Et on va avoir, selon la teneur en eau liquide, on va avoir différentes qualités de neige et différentes consistances. Et donc, pour terminer sur ce slide, le problème donc, qui est représenté ici avec Saint-François-Longchamp, on a un double problème qui est le problème de calcul des efforts d'une avalanche sur une infrastructure. Donc là, on sait relativement bien faire lorsque c'est une avalanche rapide. Donc, grosso modo, on va avoir un flux de quantité de mouvement qui arrive sur la structure. C'est beaucoup plus délicat à faire lorsqu'on a des avalanches qui vont typiquement de neige humide et on va essentiellement avoir une pression hydrostatique, entre guillemets, de l'avalanche sur la structure. Et dernier point, où on ne sait pas trop ce qui va se passer, c'est l'effet du réchauffement climatique, à la fois en termes d'enneigement, mais également de changement éventuel des caractéristiques mécaniques du manteau neigeux. Donc, si vous regardez ce qui se passe, par exemple, dans les Andes, vous voyez la neige qui tient sur des grandes surfaces, on a des caractéristiques mécanique de la neige ou de consistance de la neige qui va foncièrement dépendre du degré d'humidité. Donc là, on va avoir des changements, on ne sait pas trop encore comment ça va se passer. On va avoir plus d'avalanches de glissement, c'est ce qu'on a observé depuis la dernière décennie, mais on ne sait pas prédire ça de façon correcte. Alors, j'arrive vers la fin, faire une petite synthèse de ce que j'ai dit à travers mes slides. Donc, on va avoir un bilan qui sera en demi-teinte dans la montée en puissance des méthodes quantitatives pour décrire le comportement d'une avalanche. Ce qu'on a observé depuis, alors, les modèles de type hydraulique qu'on emploie depuis 40 ans, c'est la même architecture, ce sont les mêmes algorithmes, ils ont été un peu améliorés. On a des raffinements numériques tels que le maillage adaptatif, mais ce qui est en dessous, donc la fondation, c'est strictement identique à ce qu'a fait Jean-Paul Villa il y a 40 ans. En revanche, donc, les PC maintenant ont fortement évolué et on peut typiquement cet après-midi, je pourrais lancer 100 simulations d'avalanche sur un petit PC, alors qu'avant, il aurait fallu plusieurs semaines pour faire ce même calcul. Alors, quelque chose qui peut paraître paradoxal, c'est que du coup, on voit maintenant beaucoup de cartographie assistée par ordinateur, et donc qui donne une impression de précision, mais en fait, la précision, la capacité de prédire ce qui se passe n'a pas augmenté de la même manière que la résolution numérique. Donc, on n'a pas d'augmentation significative dans la capacité de prévision. On a beaucoup de problèmes, entre autres, pour décrire, lorsqu'on va utiliser un modèle numérique pour décrire ce qui se passe dans la phase d'arrêt. Donc, typiquement, pour les problèmes de zonage, c'est là où on a le plus d'incertitude dans l'emploi des modèles. Alors, on observe également, lié à cette multiplication des modèles, quelque chose qui peut sembler paradoxal, puisque ça devrait être une assistance. Et on voit que malheureusement, il y a un problème une confiance excessive dans le numérique. Beaucoup de gens emploient un modèle d'avalanche comme on le ferait pour un modèle de calcul de structure. Et donc, il faut un peu une confiance aveugle à ce que dit le modèle. Et un problème qui ne concerne pas uniquement que les avalanches, mais c'est un problème général en ingénierie, qui est le problème d'incertitude des calculs. En général, si vous avez une étude, peu d'études font état de ce problème-là. Alors là, ce sont les lacunes. Il faut quand même signaler qu'en 40 ans, il y a eu d'autres progrès. Donc typiquement, tout ce qui est interface homme-machine, c'est quand même considérablement amélioré, entre autres grâce au SIG, et que les expériences de laboratoire, les expériences de suivi de terrain ont permis une connaissance beaucoup plus fine. Donc, on avait des lois empiriques, mais ces lois-là empiriques-là, on a pu leur donner un peu plus de substance. Et donc, en conclusion, on a donc plusieurs pistes pour améliorer l'état de l'art. Donc, il n'y a pas d'accord dans la communauté. Donc, certaines personnes voudraient aller vers du 3D. Le problème, je l'ai souligné, c'est que la neige est un matériau relativement complexe. Il y a un coût de calcul qui serait extrêmement important. Une autre idée, donc entre autres, c'est ce qu'on essaie nous de faire, c'est les simulations stochastiques où on va essayer de combiner méthodes statistiques et méthodes hydrauliques. Une autre approche, ça sera d'avoir des modèles. Là, on a vu le modèle de Volmy avec 2 paramètres de frottement. Le dernier modèle RAMS a 16 paramètres. Donc, c'est de multiplier le nombre de paramètres pour essayer d'augmenter la précision. Le problème là, c'est qu'on risque d'avoir un modèle qui est surparamétré. Donc, on sera capable de
prédire un événement observé de façon beaucoup plus précise, mais on n'arrivera pas à caler les paramètres là, ils ne seront pas plus physiques, et donc on sera dans l'incapacité de prévoir ce qui se passe. Et puis donc, dernière approche, mais qui nécessite énormément de données, donc qui sera une sorte de continuation de ce qui avait été fait par Laurent Buisson il y a 30 ans. Ce sont les méthodes donc basées sur l'intelligence artificielle. Et donc là, si on a beaucoup de données historiques, on peut essayer de faire travailler l'ordinateur pour essayer d'avoir une intelligence du site et d'arriver à comprendre ce qui se passe. Donc voilà. Dernière slide pour retenir donc, le message. Donc, des progrès qui ont été lents, mais continuent depuis 100 ans. La nécessité toujours d'acquérir des données expérimentales. Donc, on a toujours besoin de suivre les différents couloirs avalancheux. Alors, c'est un peu plus dangereux, enfin un peu plus compliqué puisque l'État essaye de réduire ses financements. Les limites qu'on a sur les modèles, hein, donc une expression garbage in, garbage out. Hein, donc, si vous rentrez grosso modo de la merde en entrée, vous aurez de la merde en sortie. Donc, il y a des limites relativement fortes. Les modèles sont un point, enfin, c'est une plus-value, mais il faut également garder en parallèle les approches classiques. Et dernier point, c'est l'inconnu que représente le réchauffement climatique. En termes d'enneigement, on sait qu'il y a un impact qui est relativement fort, mais on ne sait pas trop comment ça va se traduire dans le siècle à venir pour la partie avalanche. Voilà, j'en ai terminé, j'étais un peu plus long que prévu. Merci Christophe. Oui, mais du coup, je vous propose qu'on passe directement à la présentation de Johan, parce que comme ça, on aura bien le temps d'avoir cette présentation, et puis après, on fera les questions-réponses. Est-ce que tu peux arrêter ton partage d'écran, Christophe, pour que Johan puisse partager? Merci. Voilà, est-ce que vous voyez mon écran? Très bien, merci. Je vais enlever ça. Je ne sais pas si vous voyez ça, je peux peut-être le laisser. Bonjour tout le monde. Dans ma présentation, je vais parler plutôt des processus de déclenchement des avalanches de plaques. Et je vais illustrer ma présentation avec des travaux expérimentaux, mais principalement des travaux de modélisation numérique récents qui ont été faits au cours des 10-15 dernières années. Alors, tout d'abord, quelques chiffres sur les avalanches. En Europe, chaque année, les avalanches font environ 150 victimes, 30 en France, et environ de 10 à 20 millions d'euros de dégâts matériels, avec également, comme Christophe en a parlé, des années noires, comme l'année 1999, où les dégâts matériels en Europe sont presque estimés à de l'ordre du milliard d'euros. Donc, dans ce contexte, c'est très important d'améliorer nos connaissances sur le déclenchement des avalanches, non seulement pour améliorer la prévision du risque d'avalanche à court terme, donc notamment l'estimation du danger d'avalanche, donc le bulletin d'estimation du risque d'avalanche pour les skieurs, mais c'est également important pour la gestion du risque à long terme. Comme Christophe en a parlé, on a besoin en entrée des modèles d'écoulement de la taille de la zone de départ de l'avalanche, et donc c'est important pour la cartographie du risque, c'est important aussi pour le dimensionnement des outils de protection, des ouvrages de protection contre les avalanches. Alors, comme je l'ai dit, je vais parler principalement d'avalanches de plaques dans cette présentation, qui sont responsables de la plupart des victimes en avalanche. Et donc, je vais vous parler de cette notion de plaque couche fragile. Donc, en fait, quand vous voyez une avalanche de plaques comme ceci, la fissure sommitale que vous voyez ici, ce n'est pas la fissure initiale. En fait, au départ, tout se passe dans une couche fragile de neige qui est enfouie sous une plaque qui, elle, est plus cohésive. Donc, on va principalement parler de ce type d'avalanche dans cette présentation. Ici, un peu plus en détail sur les processus de déclenchement des avalanches qu'on peut résumer en 3 grandes parties. Donc, l'initiation de la rupture, la propagation de la rupture et ensuite le déclenchement de la plaque. Donc, en fait, tout commence à l'échelle de la microstructure de la neige. On va avoir un phénomène d'endommagement au niveau des ponts de glace entre les grains de neige, ce qui va engendrer une fissure initiale dans la couche fragile. Et cette fissure peut se propager dans la couche fragile le long de la pente sous certaines conditions. Donc, si la taille de la fissure atteint une taille critique, ou alors si le chargement, lui, devient critique.
Et cette propagation, cette rupture de la couche fragile est associée à son effondrement volumétrique. Donc, c'est-à-dire si on a une couche comme ceci, elle va casser, puis elle va s'effondrer. On a une notion d'effondrement qui est très importante au sein de pendant cette propagation, et c'est parce que ça engendre des déformations au niveau de la plaque, et on verra que c'est un rôle important dans ce processus. Et enfin, si la pente est suffisamment raide, la plaque pourra glisser, se décrocher, et on aura l'écoulement de l'avalanche. Alors, on va parler dans un premier temps de l'initiation de la rupture, et ce qui est fait historiquement et encore aujourd'hui dans les modèles d'aide à la gestion à la prévision du risque d'avalanche, c'est d'avoir une notion de stabilité, un indice de stabilité. Donc, cet indice de stabilité va comparer le chargement, donc le poids. Ici, c'est la contrainte de cisaillement due au poids de la plaque dans l'axe de la pente. Et on va comparer ce poids à la résistance en cisaillement de la couche fragile. On peut également développer des indices de stabilité qui prennent en compte le poids additionnel d'un skieur, ici Deltato. Et en pratique, on a des modèles analytiques, des modèles théoriques assez simples pour estimer ces contraintes, ce chargement. Mais en ce qui concerne la résistance au cisaillement, il nous faut des données expérimentales pour caractériser la résistance au cisaillement de ces différentes couches de neige. Et donc, ce qui est fait historiquement, c'est qu'on va utiliser la méthode dite du cadre de cisaillement. Ici, vous voyez Bruce Jamieson, qui est un des pionniers dans la recherche sur la formation des avalanches. Et donc, on va avoir ce cadre de cisaillement qui est connecté à un ressort dont on connaît les propriétés. On va tirer jusqu'à un déplacement critique et ça va nous donner la résistance au cisaillement de cette couche. Et voici un graphique issu des travaux de Bruce Jamieson. Et vous avez ici la résistance au cisaillement en fonction de la densité. Et on peut observer une corrélation, une augmentation avec la densité, mais ce qu'on remarque également, c'est aussi une grande variabilité en fonction des différents types de neige. Et aussi, cette technique ne permet pas d'étudier l'influence de la pente, de l'angle de chargement sur cette résistance au cisaillement. Donc, plus récemment, ce qui a été fait, ce sont des expériences en laboratoire dans lesquelles on va avoir un échantillon dans lequel on a une couche fragile entre deux morceaux de plaque plus cohésives, et on va pouvoir faire des tests de chargement pour différents angles de chargement qui vont représenter la pente. Et donc, ça va nous permettre d'obtenir la résistance au cisaillement pour différents angles de pente, donc en fonction du poids qu'on a, la contrainte normale sur cette plaque. Et ce qu'on observe, c'est que pour les angles élevés, on va avoir une augmentation quasiment linéaire de la résistance au cisaillement en fonction de la contrainte normale. Donc, c'est typique d'un matériau type Moore-Coulomb, donc une loi classiquement utilisée pour les sols. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est que même sur terrain plat, donc même si on charge purement en compression, on va avoir une rupture. Et donc, c'est pourquoi il nous faut fermer cette enveloppe de rupture avec ce qu'on appelle un cap, une casquette en compression. Donc ici, ça représente la rupture en compression. Donc, on a une rupture mixte en cisaillement et en compression. Cependant, ça peut pas être, ce genre d'expérience ne peut pas être fait de manière systématique sur énormément de types de neige. Ce n'est pas évident de ramener des échantillons de neige naturelle au laboratoire comme ceci. Donc, les dernières années, ce qui a été fait, c'est qu'on a pris avantage des avancées qui ont été faites en imagerie médicale afin de faire des simulations en utilisant la microstructure réelle de ces couches de neige. J'enlève le pointeur pour vous montrer ça. Et donc, à ce niveau-là, les Grenoblois, notamment à INRAE et au Centre d'études de la neige, ont été les pionniers. Ici, je vais vous montrer une simulation qu'ils ont réalisée dans le cadre de la thèse de Tian Med. C'est une simulation élément discret. Donc, élément discret, ça signifie qu'on va simuler l'interaction entre des particules individuelles et on va pouvoir avoir certains liens cohésifs entre ces particules, donc notamment qui peuvent casser en traction, mais aussi en cisaillement. Et on simule également le frottement entre ces particules. Et ici, donc c'est une simulation faite par l'équipe INRAE Météo France, dans laquelle on a un chargement normal ici. Donc, on a une force en haut de l'échantillon. Et on va regarder jusqu'à la rupture. Donc, ça nous permet d'évaluer les conditions de rupture, mais également ce qui se passe après la rupture, ce qui est très important également, comme on va le voir, au niveau de la propagation de la rupture dans ces couches fragiles de neige.
Voilà. Ensuite, nous, à Lausanne, on utilise une méthode légèrement différente, mais en se basant également sur des échantillons de microstructures de neige obtenus par tomographie à rayon X. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de méthodes aux éléments discrets. Christophe a déjà parlé un peu des méthodes MPM. Donc, c'est une méthode hybride eulérienne-lagrangienne. Donc, ça signifie qu'elle est très efficace pour modéliser des matériaux qui sont à l'état solide, mais également à l'état fluide. Donc, typiquement, les grandes déformations. Si on regarde les équations de la quantité de mouvement, c'est en général plus simple de traiter, de discrétiser les dérivées temporelles quand on peut suivre le matériau dans le temps et l'espace. Et donc, pour ça, on va avoir des points matériels qui vont suivre le matériau. Mais on a également une grille de calcul à l'arrière qui va nous permettre de résoudre les équations du mouvement. Et c'est ce côté hybride de cette méthode qui nous permet de faire des simulations en grande déformation avec un modèle continu. Donc ici, c'est une simulation qui est différente de la précédente. C'est une simulation en déplacement contrôlé. Donc on va progressivement compresser cette couche de neige, alors que tout à l'heure, c'était une simulation en chargement contrôlé. C'est pour ça qu'on a pu voir un effondrement dynamique de la couche. Et donc, on peut comparer ces résultats de simulation également à des expériences faites au laboratoire, ici par le groupe de Michael Zezer en Allemagne. Et donc, voilà, ces simulations numériques, on peut en faire énormément. Donc, on va pouvoir déterminer énormément de propriétés, donc la résistance au cisaillement, pour différents angles de chargement, pour différentes densités, pour différents types de neige, et ce, de manière non destructrice. Et donc, ça a un potentiel également pour raffiner l'estimation de certains paramètres qui sont utilisés pour la gestion, pour l'aide à la prévision du risque d'avalanche. Maintenant, je vais passer à la propagation de la rupture dans ces couches fragiles. Et il y a beaucoup de progrès qui ont été faits dans ce domaine, notamment via le développement du test de propagation à la scie. Donc, c'est un test expérimental dans lequel on va isoler une colonne de neige, on va identifier une couche fragile enfouie sous une plaque cohésive, et on va aller scier avec une scie à neige cette couche fragile jusqu'à ce que l'on atteigne une taille critique pour laquelle la rupture va se propager de manière autonome. Ici, une petite vidéo qui va vous montrer ce phénomène. Donc voilà, on coupe la couche fragile jusqu'à cette taille critique, et ensuite la rupture va se propager. Et comme vous pouvez le voir ici, la rupture se propage même sur terrain peu pentu. Grâce à cet effondrement, il faut imaginer un château de cartes. En fait, l'effondrement volumétrique de la couche fragile va engendrer une déformation dans la plaque, et on va avoir une sorte de vague de propagation qui peut se produire également sur terrain plat. Si on regarde historiquement les modèles qui ont été développés pour analyser cette propagation de la rupture, donc cette taille critique, on a le premier modèle qui a été inspiré par un modèle développé pour les argiles par Palmer & Rice. C'est un modèle développé par McClung en 1979. Et c'est un modèle en cisaillement pur. Donc, la couche fragile va être traitée comme une interface en cisaillement. Et le problème de ce modèle, c'est qu'il ne permet pas de reproduire les déclenchements d'avalanche à distance et le fait que les ruptures peuvent, on a des observations qui nous montrent que les ruptures peuvent se propager sur terrain plat, sur terre un peu pentu. Et donc, ce modèle prévoit des tailles critiques plutôt de l'ordre de 1 à 6 mètres. Et on a pu le voir dans la vidéo tout à l'heure, ce sont plutôt des tailles critiques de l'ordre du décimètre qu'on observe dans les tests expérimentaux. Et donc, pour pallier à cette limite, en 2008, Ayerly a développé le modèle anti-crack qui prend en compte l'effondrement de cette couche fragile et qui va engendrer des tailles critiques plutôt de l'ordre du décimètre, donc qui sont plus en accord avec ce qu'on a vu tout à l'heure dans cette vidéo. Alors par contre, j'aimerais dire, on y reviendra à la fin de la présentation, il ne faut pas oublier le modèle de McClung. On verra qu'on y est revenu récemment et qu'il garde encore toute sa pertinence dans certains aspects que je vais préciser tout à l'heure. Donc, on a voulu aller plus loin que également seulement cette taille critique. On a voulu étudier la dynamique de la propagation de ces ruptures. Donc, en 2015, en collaboration avec INRAE et le SLF, on a développé un modèle par élément discret, simplifié, donc dans lequel on va simuler les couches fragiles vraiment avec des formes de triangles instables, comme ceci. Et on va faire notre test de propagation à la scie numérique. Et on va voir qu'on peut reproduire donc, le déclenchement de cette propagation autonome. Et là, on est sur terrain plat. Donc, on n'a pas de force de cisaillement induite par la pente. On est sur terrain plat. Et c'est vraiment l'effondrement de la couche fragile, hein, comme un château de cartes qui va engendrer cette propagation.
Plus récemment, on a poussé cette méthode MPM. On a développé des modèles qui prennent en compte l'effondrement de cette couche fragile de manière continue. Et on a réussi à reproduire assez fidèlement des expériences de terrain. Donc ici, on a un test de propagation à la scie sur une pente de 38 degrés. L'expérience en bas. Et ici, je montre le déplacement vertical de ces marqueurs qu'on a sur la plaque. Et la couleur représente différentes positions horizontales de ces marqueurs. Donc, si je fais marcher la vidéo, donc on a cette taille critique qui est atteinte à peu près ici. On voit déjà un peu de déplacement dans la plaque qui va plier. Et ensuite, on a l'effondrement de cette couche fragile, puis le glissement de la plaque. Et donc, ces modèles sont capables de reproduire assez fidèlement les observations. Donc, pas mal de progrès ont été faits à ce niveau-là. Récemment, au SLF, des modèles 3D en éléments discrets ont été développés qui nous permettent vraiment d'étudier la micromécanique de ce qui se produit au sein de la couche fragile qu'on voit ici. Donc, ce qu'on voit en dessous, je vais remettre la vidéo, c'est une vue du dessus du test de propagation et chaque pixel est typiquement un pont de glace qui casse dans la couche fragile. Donc, vous pouvez voir, on atteint notre taille critique ici et ensuite, on a la propagation dynamique. Et donc, ces simulations vous nous permettent d'en apprendre plus d'un point de vue scientifique sur ce qui se passe vraiment au sein de cette couche fragile pendant la propagation. Alors là, j'ai parlé de ça d'un point de vue très scientifique. Je voudrais dire qu'il y a déjà des aspects de ces travaux qui ont été transférés à la pratique, notamment cette taille critique pour le déclenchement de la propagation de la rupture. Elle a récemment été implémentée au sein du modèle de manteau neigeux Snowpack pour aider à la prévision du risque d'avalanche. Donc ici, c'est l'épaisseur du manteau neigeux en fonction de la date pour la saison 2014-2015. Et ici, la couleur, c'est la taille critique. Et ce modèle de taille critique est basé sur nos simulations numériques en éléments discrets notamment. Et ici, vous pouvez remarquer que la simulation en rouge à une date donnée, le 4 mars, je crois, est en bon accord avec les expériences de terrain, les cercles noirs ici. Et donc, c'est un indice qui va nous permettre de peut-être mieux identifier les couches fragiles et leur propension à propager des ruptures. Maintenant, si je passe à l'échelle de la pente et au déclenchement de la plaque, il y a relativement peu de modèles qui existent aujourd'hui. En 2018, on a montré que notre méthode MPM pouvait réussir à modéliser non seulement l'initiation, la propagation de rupture, mais aussi le décrochement et l'écoulement de l'avalanche à l'échelle d'une petite pente pour l'instant. Donc ici, il faut imaginer qu'on a une pente qui est métastable, c'est-à-dire que si je ne mets pas mon bonhomme de neige ici, elle est stable, elle ne se déclencherait pas. Et c'est le bonhomme de neige qui va initier une rupture dans la couche fragile qui est enfouie. Et cette rupture va se propager le long de la pente et déclencher une avalanche à distance. Et vous pouvez voir que le modèle reproduit également l'écoulement de cette avalanche de manière visuellement assez fidèle. Hein. C'est qualitatif quand je vous montre cette vidéo, mais ça a du potentiel. Si on regarde un peu plus dans cette simulation ce qui se passe au sein de la couche fragile, notamment la vitesse de propagation de la rupture au sein de cette couche fragile, on va remarquer qu'on atteint des vitesses de rupture qui sont supérieures à 100 mètres par seconde dans la pente et des vitesses beaucoup plus faibles sur le plat. Et donc ça nous a intrigués puisque si on regarde les expériences à petite échelle, les tests de propagation à la scie, on a des vitesses qui sont rarement au-dessus de 60 mètres secondes. Ce sont plutôt des vitesses de l'ordre de 30 mètres par seconde. Et par contre, il y a certains auteurs qui ont suggéré déjà en 2014 que les vitesses dans des avalanches réelles à grande échelle pouvaient être supérieures à 100 mètres par seconde. Et donc, quelle est la différence entre ces expériences de PST et les avalanches réelles? C'est vraiment l'échelle, parce qu'on a des PST sur pente raide, mais la grande différence entre ces deux cas, c'est l'échelle. Donc, on a voulu aller un peu plus loin et on a également analysé des vidéos d'avalanche assez stables, de bonne exposition, qui nous permettaient de faire une analyse image par image. Donc ici, c'est une vidéo d'un de mes anciens étudiants de l'EPFL. Il est ingénieur à Météo Suisse. Il est snowboarder professionnel également, vous allez le voir, parce que sortir de cette avalanche, ce n'est pas évident. Il s'en sort très, très bien. Et on a fait une analyse image par image de cette vidéo afin d'étudier le changement d'intensité des pixels, afin d'avoir une information sur la déformation de la plaque, ce qui peut nous donner une information sur ce qui se passe en dessous, sur la couche fragile. Et donc, cette analyse nous a montré
qu'effectivement, la propagation de la rupture serait à des vitesses supérieures à 100 mètres par seconde dans l'axe de la pente. Par contre, dans l'axe perpendiculaire à la pente, on a des vitesses plutôt de l'ordre de 30 mètres par seconde qui sont plutôt typiques des tests de propagation à la scie. Et enfin, pour terminer, on a voulu vérifier ça. On a voulu vérifier ça numériquement. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un test de propagation à la scie, mais au lieu qu'il soit d'une taille de 2 mètres ou inférieur à 2 mètres, comme c'est fait typiquement, on a fait un test très long, un test de 50 mètres. Donc, c'est Bertil Trottet, dans le cadre de sa thèse ici à Lausanne, qui a fait ces simulations. En haut, c'est une simulation sur le plat. On a une plaque de 50 cm d'épais, donc il faut imaginer que les 50 mètres, on les a un peu condensés pour mieux voir. Et ici, on a une simulation sur une pente raide. Et ce qu'on va voir, c'est assez intéressant, c'est que sur la pente raide, on a une transition vers une rupture très rapide, alors qu'en haut, on a une rupture relativement lente. Et donc, si je regarde plus en détail, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des vitesses de propagation qui sont inférieures aux vitesses élastiques en cisaillement dans le cadre des simulations sur le plat, et c'est également ce qu'on a à petite échelle. Par contre, à partir d'une certaine distance, on va avoir une transition vers un régime intersonique, donc vers un régime où les vitesses de propagation sont supérieures aux vitesses des ondes élastiques en cisaillement. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ma courbe verte, ici, c'est la taille critique pour la propagation. Elle est bien reproduite par un modèle anti-crack type Ayerli. Par contre, ce qu'on appelle la taille super critique, parce qu'on appelle ça un régime en super shear, en super cisaillement, quand on dépasse les vitesses des ondes élastiques. Cette taille critique ici, eh bien, elle est reproduite par le modèle de McClung de 1979. Et donc, aujourd'hui, on en est là, mais ça a un impact potentiel important sur pour l'application à la pratique, parce qu'on va pouvoir développer des modèles qui seront moyennés selon l'épaisseur, donc un peu comme ce qui se fait pour l'écoulement. On va pouvoir peut-être, à un moment, négliger l'effondrement de la couche fragile et développer des modèles de déclenchement d'avalanche à l'échelle du kilomètre, et donc évaluer la taille de déclenchement des avalanches à une plus grande échelle, parce que enlever l'épaisseur, ça va nous sauver pas mal de temps de calcul, évidemment. En conclusion, sur cette présentation, d'un point de vue purement scientifique, je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès sur le développement de méthodes expérimentales et numériques. On a déjà quelques résultats qui ont été transférés à la pratique en prévision, notamment cette taille critique qui a été implémentée au sein du modèle Snowpack, le modèle de montée-neigeux Snowpack. Je pense qu'il y aura un transfert plus poussé d'ici quelques années, notamment sur la taille des zones de départ. L'idée, c'est peut-être de développer un indice similaire aux indices de stabilité, mais un indice de la taille des zones de départ avec les nouveaux modèles qu'on va développer à l'avenir. Il y a aussi des approches multi-échelles qui sont développées en ce moment à INRAE, donc, qui permettront d'avoir un modèle continu à l'échelle de la propagation, mais sans faire une hypothèse sur le comportement mécanique à l'échelle continue, mais en faisant une simulation DEM pour chaque élément de la grille de maillage. Et donc, voilà, il y a énormément de choses qui se développent dans cette direction. Et voilà, pour terminer, une petite simulation d'écoulement d'avalanche en utilisant la méthode MPM sur le terrain de Vallée de la Sion. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Joanne. Alors, on a pris un peu de retard. Je vous propose quand même qu'on prenne le temps de répondre aux questions. Donc, vous pouvez encore poser des questions et puis on s'arrêtera vers 12h15, 12h20, enfin, en fonction du volume de questions. Il y a déjà une interrogation de Nicolas Ecker. Nicolas, je t'invite à... Alors, j'essaie de te donner la parole. Voilà, il faut que voilà. Vous m'entendez? C'est bon. Oui, bonjour à tous. Merci pour ces deux très belles présentations. J'ai une petite question pour Christophe. Je te rejoins sur la prédominance actuelle des approches hydrauliques. Néanmoins, pour l'instant, la réglementation, tu nous as parlé de quelque part de zonage réglementaire un petit peu, elle est probabiliste et elle est de manière implicite sur des niveaux de risque pour des personnes dans des bâtiments, quoi. Et donc, il faut tordre quelque part les ressorties des approches hydrauliques pour coller à ça, quoi. Si on imagine un modèle hydraulique parfait, même avec une analyse d'incertitude parfaite, elle ne te donne pas ce que demande la réglementation. Et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus et quelque part comment tu expliques un peu ce hiatus entre
ce qui est demandé et ce qui prédomine actuellement? Bon, c'est un problème que je connais bien puisque j'ai été au cœur dans les années 90. Alors, je suis en tant qu'ingénieur hydraulicien de formation. Il est clair que la plupart des outils qu'on emploie sont tirés de l'hydraulique et de l'hydrologie. Donc, ce qui fait que moi, lorsque j'ai commencé à travailler avec Claude Charlier au début des années 90, ce qui m'a tout de suite gêné, c'était l'absence en fait de notion de période de retour. Et donc, on était très peu nombreux. Donc, si tu regardes en 1990, il n'y a quasiment aucun article sur la notion de période de retour. Il y a quelques personnes, donc il y a André Burkhardt, il y a Paul Fun au SLF, mais il n'y a quasiment rien. Donc, en France, moi, j'étais un des premiers à m'intéresser à ça. La seule façon de s'y accrocher, ça a été à travers l'enneigement enfin, l'enneigement, donc les chutes de neige, les épaisseurs du manteau neigeux. Et donc là, j'ai plutôt rejoint ce que faisait André Burkhardt. Et donc, j'avais sorti un article il y a 20 ans dans Neige Avalanche sur le déficit culturel. Puisque si on regardait ce qui se passait pour les crues et les inondations, on avait clairement quelque chose qui permettait de relier intensité et fréquence. On a essayé de faire pareil avec les avalanches et essayer de montrer que ce concept-là, il était valide. Alors, il y a quelques loupés, mais grosso modo, en tout cas, on fournit une borne supérieure et on arrive à avoir quelque chose qui est cohérent. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire depuis 20 ans. Et c'est la raison pour laquelle, moi, depuis 20 ans, j'essaie de coupler, enfin, tu connais mes articles, j'essaie de coupler des modèles qui sont des modèles statistiques ou stochastiques avec des modèles déterministes. Donc, un modèle déterministe seul, alors effectivement, on peut essayer après d'avoir des lois empiriques qui disent que pour une avalanche centennale ou encore de plus grande période de retour, on va avoir telle valeur, mais ça, j'y crois pas trop. Et donc, pour moi, en tout cas, dans toutes les approches possibles, la façon d'aborder, c'est effectivement une combinaison stochastique ou statistique et modèle déterministe. Je ne sais pas si je réponds correctement à ta question. Oui, merci pour la perspective historique. On va peut-être pas monopoliser la parole, hein, mais juste pour quelque part, moi, je trouve curieux que la réglementation, quelque part, elle s'embête avec des niveaux de référence probabilistes, alors que quelque part, en pratique, on fait très peu ça, quoi. Et en fait, quelque part, on est obligé de tordre les outils pratiques pour coller à une réglementation qui n'est pas forcément la plus simple, quoi, par rapport à ce qu'on pourrait envisager. Alors, on est... Enfin, je suis un peu responsable de ça, c'est que après l'avalanche de Montroc, où à l'époque, donc le préfet a demandé au Sévagreffe et puis François Lacroix m'avait demandé de prendre en charge ça. Après Montroc, les gens, par exemple, ont dit les chutes de neige étaient exceptionnelles. Et donc, il y a beaucoup de termes qu'on emploie et qu'on essaie de qualifier d'un point de vue plus scientifique. Et donc, les chutes de neige sur Montroc, quand on regardait la période de retour, c'était 5 ans. Alors, bon, ça dépendait exactement de quel quantile on regardait, mais la chute de neige sur 3 jours, pour le tour, c'était 5 ans. Donc, la chute de neige en elle-même n'avait rien d'exceptionnel. Alors, la température était un peu différente, le vent était différent, l'historique du manteau neigeux était différent. Mais voilà, donc, il y a 20 ans en arrière, on essayait de sensibiliser la DGPR, donc la Direction générale de prévention des risques au ministère de l'Environnement, sur l'utilité de ne pas employer uniquement des qualificatifs exceptionnels, rares, extraordinaires, enfin, tous les qualificatifs qu'on peut employer pour décrire des situations anormales, mais qu'on avait besoin d'introduire des choses plus quantifiées. Alors, au même moment, on indiquait que ce qu'on disait, il y avait on pouvait le critiquer, et c'était juste un cadre de calcul qui permettait d'obtenir une borne supérieure de ce qu'on pouvait obtenir. Donc, typiquement, pour les avalanches, par exemple, on a la façon de faire était de décrire l'intensité de l'avalanche
à partir du volume de neige mobilisé. Et on prenait une règle des 3 jours. Donc, on disait que le volume de neige mobilisé, c'était le volume des 3 derniers jours. Alors, il y a plusieurs arguments empiriques qui permettent de justifier ça, mais c'est entièrement c'est une spéculation, mais qui a l'avantage de donner quelque chose qui est cohérent sur beaucoup de choses. Par contre, c'est pas parfait. Mais c'est moi, voilà, pour moi, enfin, pour terminer à ta question, on introduit quelque chose qui n'est pas parfait, mais qui est moins pire que la situation d'il y a 20 ans où les gens employaient des qualificatifs, où en fait, il n'y avait rien d'exceptionnel. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas exceptionnelles, quoi. Merci. Merci. Alors, j'ai une question de Philippe Berthet-Rambaud qui demande par rapport à ta présentation, Christophe, tu as mentionné une augmentation significative des erreurs depuis 10 ans. Oui. Sur quels critères te bases-tu? Alors, moi, depuis 20 ans, 25 ans, je fais du conseil en ingénierie. Donc, je fais essentiellement, enfin, dans beaucoup de choses, j'interviens dans des contentieux ou lorsqu'il y a des accidents. Et donc, on me demande souvent de regarder le travail réalisé par d'autres personnes. Et en fait, jusqu'à 2010, grosso modo, on n'a jamais vu d'erreur. Donc, souvent, c'est des méthodes qui étaient des méthodes empiriques employées. Et on n'a jamais vu d'erreur significative dans les zonages ou dans les calculs faits. Mais à partir donc des années 2010, on commence à avoir justement dans l'emploi du modèle Avalindé, puis après du modèle Rams, on commence à avoir des erreurs, donc des gens qui font essentiellement leur analyse sur ce que donne le modèle numérique et ils vont enfin, c'est pas accompagné d'une expertise classique par donc l'image que se forgerait un praticien. Et à partir de là, on va avoir des erreurs. Alors, les erreurs, ça peut être sur l'impact. Donc, j'ai le cas d'une remontée mécanique dans les Pyrénées où la personne a employé aval 1D et l'avalanche arrive sur la gare de télésiège. Il y a 8 mètres de neige avec une vitesse qui est très très faible en zone d'arrêt et elle donne des pressions, ça donne des pressions parce que la personne a employé un modèle où on dit que l'effort serait proportionnel à l'énergie cinétique de l'avalanche, donc évidemment des efforts qui sont très très faibles. Donc là, il y a une incompréhension de ce que c'est qu'un effort d'avalanche. C'est une erreur parmi d'autres. Après, on a, ce qui est avec Rams, c'est-à-dire qu'il y a des valeurs qui sont tabulées et on a, dans beaucoup de cas, actuellement en zonage, où on a des bureaux qui emploient ces valeurs tabulées. Ils vont appliquer ça sur des sites où on a des avalanches de petites dimensions, où les valeurs sont en général, les valeurs de frottement sont beaucoup plus élevées. Et donc, en fait, ils vont aboutir à un phénomène, à générer une avalanche qui sera de très grande ampleur, d'emprise et de pression qui seront beaucoup plus importantes que ce qui va générer ou ce qu'une analyse classique pourrait donner. Donc là, c'est pour ça que je dis qu'il y a une multiplication de ces erreurs-là qu'on ne voyait pas auparavant. Et c'est extrêmement difficile. Donc, on le voit également en hydraulique classique pour les modèles d'inondation. C'est que les gens, au fur et à mesure, perdent. Donc, les ingénieurs, il y a 10 ans, étaient obligés de faire un calcul, je dirais, par des règles de 3 ou des calculs de bout de table pour essayer de se figurer ce qui pouvait se passer là, ce qui pouvait se passer. Maintenant, les gens sautent cette étape-là, ils font du numérique et c'est extrêmement difficile du point de vue numérique de savoir ce que vous observez à l'écran est réaliste ou pas. Merci pour la réponse. Alors, c'est étonnant, je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Il vient d'en arriver une, le temps que les questions se posent. Je vais la lire. Donc, Bernard Pascal Mousselard qui... J'essaie de lire et de traduire en même temps, de transcrire, pardon. L'expérience terrain se perd tout doucement, donc c'est ce qu'on vient de dire en fait. Donc c'est plutôt une remarque, pas trop une question. Merci pour la remarque. Je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on s'arrête là?
Alors, j'ai quelqu'un qui vient de lever la main. Anne Dufour. Hop. Vous pouvez. Oui, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour les présentations. Donc moi, je vais quand même poser une question à Joanne. Donc c'est assez intéressant de voir que tu arrives déjà à faire passer des éléments de ta recherche un peu fondamentale directement dans les modèles de prévision du risque. Hein. Enfin, franchement, je te félicite. Je trouve que ça prend toute la chaîne et ça, enfin, je trouve ça vraiment très très intéressant. Et du coup, je me demande si c'est fait en mode prévision ou si c'est simplement en mode analyse que c'est disponible. Et si tu as commencé à avoir un retour en fait des prévisionnistes, surtout cet hiver où on a eu une situation nivologique avec notamment des couches fragiles persistantes qui étaient très impressionnantes et sur lequel on pourrait imaginer que ce genre d'indice en fait puisse effectivement aider. Est-ce que tu peux m'éclairer là-dessus? Mais je comprendrais tout à fait que pour l'instant il n'y a rien. Non, très bonne question. Merci pour cette question. Alors tout d'abord, j'aimerais dire que oui, au SLF, il y a quand même un historique assez important sur le transfert de la science fondamentale à la pratique. Et donc, j'aimerais dire que ce n'est pas moi personnellement qui ai implémenté cette taille critique dans Snowpack. Il y a d'autres personnes qui s'en ont occupé. Et il y a aussi une thèse qui s'est passée au SLF, hein, elle a été défendue, qui a été sur la validation de cette nouvelle indice dans Snowpack. Donc, en ce moment, c'est encore au stade non opérationnel, en stade de validation. Et effectivement, ce sera intéressant de regarder spécialement pour cette saison ce qu'a donné cet indice. J'imagine qu'il y aura un retour qui sera fait. Ce n'est pas quelque chose sur lequel je travaille personnellement, mais il y a Bettina Richter au SLF qui s'est intéressée à ça. Donc, je pense que de manière opérationnelle, ça pourra sortir bientôt. Mais pour l'instant, c'est dans la version développement de Snowpack. D'accord, merci. Merci. Merci Joanne, merci Christophe. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci pour les présentations très intéressantes. Alors juste en 2 mots pour les prochains rendez-vous e-risque. Donc nous avons 3 webinaires de programmés, le 11 mars, le 25 mars et le 11 mai, que vous voyez affichés à l'écran. Vous retrouvez toutes les informations soit sur le site indura.fr, soit sur Twitter et LinkedIn e-risque.